Bonjour Idir. Bonjour Boris. Docteur Ouzaïd, urologue du collège de Pums. Peut-être il vous est déjà arrivé d'avoir des gouttes d'urine qui fuient en riant aux éclats, en essayant de courir après le bus, en faisant un effort de tout. C'est très fréquent chez les femmes. Est-ce que c'est normal, Idir? On ne peut pas dire que c'est normal, mais tout de suite, je rassure toutes et tous ceux qui nous regardent, il faut distinguer deux types de fuites. Il y a la fuite de temps en temps, une petite goutte par-ci, par-là, mais qui n'altère pas la qualité de vie. Puis il y a les fuites permanentes, gênantes, qui ont un impact direct sur la qualité de vie. Et c'est celle-là dont on va parler aujourd'hui. Si vous êtes gêné par ces fuites, on va vous dire à quoi c'est dû et ce qu'il faut faire pour une meilleure santé. Bonjour et bienvenue dans Pums. Il y a énormément de publicité, Idir, à la télévision, sur Internet, dans la presse grand public, notamment féminine, avec cette notion d'incontinence légère, juste un peu d'urine. Et il y a beaucoup de publicité pour des protections, pour des culottes qui permettent également de protéger les femmes. C'est quoi incontinence légère ? C'est une notion très subjective, c'est vraiment le ressenti de la personne qui est importante. Une personne juge son incontinence non gênante, non impactante dans la vie de tous les jours et dans la vie intime, au travail, quand on se promène, etc., etc. Dans les activités de loisirs, par exemple, c'est la personne, la patiente qui met le curseur sur la gêne moyenne, gêne importante ou pas de gêne du tout. Donc, en tout cas, c'est un symptôme fréquent. On estime que près de 40% des femmes ont ce type de fuite urinaire. Les hommes aussi, d'ailleurs, sont touchés par les fuites urinaires et on en parle dans une autre émission. Comprenons qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil urinaire d'une femme qui a des fuites. Alors, pour avoir des fuites urinaires, deux mécanismes importants. Je vais vous amener l'appareil urinaire féminin qui est là. Alors, comme ça, ce n'est pas très explicite, mais si on ouvre le bassin de ce mannequin, on voit ici une vessie qui se vide par le canal de l'urètre. À la différence de l'homme, la colonne urinaire et la colonne génitale sont séparées puisque chez la femme, le vagin est en arrière du méa de l'urètre et au canal de l'urètre. Donc, quand on a des fuites urinaires, il y a deux situations possibles. Soit les muscles qui nous aident à nous retenir, les muscles du périnée sont faibles, où les ligaments sont un peu distendus. Les ligaments qui permettent de soutenir faire le lien entre les différentes structures. Voilà, les ligaments, c'est un peu comme des tendons au niveau du périnée qui soutiennent les structures anatomiques, qui soutiennent les organes. Donc cela peut être lâche, ou les muscles qui entourent les structures pour nous aider à nous retenir sont faibles. On va voir ça maintenant sur une image en coupe, c'est-à-dire on imagine qu'on regarde le périnée, le bassin d'une femme, et on le regarde de haut en bas. Exactement. Donc c'est comme si on regardait frontalement un bassin féminin. Là, vous avez la vessie, donc l'organe de stockage des urines. La vessie, une fois remplie, on a une envie d'uriner, donc l'urine va se vider à travers ce canal de l'urètre. Alors anatomiquement, le canal de l'urètre chez la femme est plus court, ce qui est d'ailleurs une des raisons qui fait que les femmes sont plus touchées par ce problème. Touchées par l'incontinence urinaire. Et puis tout autour, ce que vous voyez en rouge là, ce sont des muscles du périnée. Et normalement, lorsqu'on tousse par exemple, c'est bien illustré ici sur ce schéma, lorsqu'on tousse, lorsqu'on rigole, lorsqu'on fait un effort, intuitivement, le périnée doit se contracter pour soutenir les organes au-dessus, c'est-à-dire la vessie, et aider par cette contraction à la continence. Et donc c'est lorsque ces systèmes de contraction ne sont pas assez puissants que on tousse, on court, on pousse et ça fuit. Et ça fait des fuites, et ce sont des fuites dites à l'effort. Maintenant, il existe un autre type de fuite, ce sont des fuites par hyperactivité de la vessie, ça veut dire la vessie qui se contracte beaucoup. Alors ça, c'est ce qu'on appelle urgenturie. Et regardez ce témoignage qui est assez marquant. Cette femme parle de vessie hyperactive. En fait, elle a envie de faire pipi très souvent avec une difficulté à se retenir. Ce qui est différent de ce qu'on a vu avant, où il y a des gouttes qui coulent sans avoir envie de faire pipi. Exactement, c'est l'autre grand mécanisme d'avoir des fuites urinaires, c'est lorsque la vessie se contracte d'une façon involontaire. Normalement, la vessie est censée se contracter lorsqu'on va aux toilettes pour uriner. Il se trouve que chez certaines personnes, cette vessie se contracte
en dehors du moment où l'on va uriner. Donc ça fait une envie très soudaine, brutale, et parfois on ne peut pas l'arrêter cette envie, et ça s'accompagne donc de fuite. On parle alors d'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale. Et rien à voir avec l'effort, avec le fait de rire aux éclats et de courir derrière le bus. C'est un mécanisme indépendant. Donc dans le premier cas, on a compris que on n'est pas assez fort au niveau du périnée. On imagine que la kiné, la musculation, des exercices vont pouvoir renforcer le périnée pour éviter que ça fuit. Exactement. Il faut renforcer le périnée par des exercices que vous apprenez à faire avec une sage-femme ou avec un kinésithérapeute. On peut conseiller des mesures plus difficiles à obtenir, par exemple la perte de poids. Ça peut améliorer également l'incontinence. Et autre élément aussi, comme ce sont des fuites à l'effort prévisibles, on conseille également aux patientes d'uriner avant les efforts, puisqu'une vessie vide a moins de chances de fuir. Donc uriner avant les efforts, si on sait qu'on va courir derrière le bus, mais souvent on ne sait pas en fait, eh bien on va uriner avant. Alors ça, ce sont des solutions efficaces. C'est intéressant, vous nous avez parlé de sage-femme. Souvent, on pense que la sage-femme, c'est uniquement quand on est enceinte. Et pour accompagner une grossesse, non, c'est aussi indiqué de voir une sage-femme pour travailler son périnée et si on a des fuites urinaires. Hein. Exactement. Si ces solutions ne suffisent pas, il y a des interventions chirurgicales. Tout le monde a déjà entendu parler des bandelettes. Expliquez-nous. Alors, les bandelettes urinaires, c'est une sorte de restauration du hamac déficient en installant une bandelette qui soutient, comme un hamac, ici, sous l'urètre, une bandelette qui soutient le canal de l'urètre et ça permet de restaurer ce soutènement déficient lié à l'anatomie en fait. On va revoir le schéma anatomique pour comprendre où va intervenir la bandelette. En fait, on va, par la chirurgie, mettre quelque chose ici qui soutient. Voilà, c'est comme un hamac qu'on va mettre à l'intérieur. Ça ne se voit pas de l'extérieur, évidemment. On l'insère par voie vaginale qui va partir de part et d'autre pour soutenir le canal de l'urètre et permettre ainsi de restaurer une sorte de stabilité du périnée qui aboutira à un traitement de l'incontinence. Alors, les bandelettes urinaires, c'est une intervention qui est extrêmement fréquente. Je crois qu'on en fait à peu près 15 à 20 000 par an, des poses de bandelettes. Et pourtant, il y a pas mal de polémiques à ce sujet. Il y a des plaintes, il y a des procès. Regardez par exemple cette actualité qui concerne des femmes qui ont eu des souffrances suite à la pose de bandelettes. Celle-là nous dit « J'ai perdu 7 ans de ma vie ». Et donc, je le disais, plainte contre X après la pose de bandelettes périnéale. Aux États-Unis également, hein, il y a des procès qui sont en cours. C'est aussi dangereux que cela, les bandelettes? Alors, ce n'est pas aussi dangereux que cela. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a déjà une bonne indication chez la bonne personne pour poser la bandelette? Si celle-ci est oui, est-ce que la personne qui la pose est compétente pour le faire? Comme toute intervention chirurgicale, il y a des complications dont il va falloir informer les patientes, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, en France, les choses sont plus comme avant. Il y a une régulation de cette activité-là. Il y a un arrêté ministériel qui régule l'activité de la pose de bandelettes de soutènement sous-urétral. Un arrêté du 25 octobre 2023 qui établit les règles Exactement. selon lesquelles qu'il faut suivre si on veut mettre en place des bandelettes. Hein. Exactement. En particulier, on peut citer 2-3 principes généraux. D'abord, il faut que la bandelette soit bien indiquée chez la bonne personne. Et cette indication est validée par un collège de médecins de plusieurs spécialités. En particulier, il faut qu'il y ait au moins un urologue et un gynécologue dans ce collège de médecins qui valident cette indication. Ensuite, la bandelette, il faut qu'elle soit faite dans un centre qui a l'habitude d'en poser, quelqu'un qui a de l'expérience. Et bien sûr, il y a un rythme de surveillance et la détection des complications qui est également explicité par cet arrêté. Donc c'est bien de dire les choses, des risques qui sont existants, mais qu'on minimise quand les choses sont faites selon les règles. Est-ce qu'il y a d'autres traitements pour les incontinences urinaires d'effort chez la femme? Alors globalement, pour simplifier, c'est de la kiné d'abord, puis quand il y a un échec de la kiné, on passe à des traitements chirurgicaux.
il n'y a pas que les bandelettes comme traitement chirurgical, d'où l'intérêt d'étudier la chose d'une façon profonde et bien précise chez quelqu'un qui a l'habitude d'en traiter, puisque les traitements qu'on peut proposer sont variables. Il y a des bandelettes, il y a des ballonnets, il y a des sphincters urinaires artificiels, un peu comme chez l'homme, qu'on peut proposer, donc on ne peut pas généraliser comme ça et dire bandelette. D'où l'importance de consulter un spécialiste, parce que tous les médecins ne font pas toutes les interventions chirurgicales, donc il faut avoir une vision globale de la situation et c'est un médecin spécialisé qui pourra vous informer. On va parler de l'urgenturie, qui n'a rien à voir, les bandelettes ne servent à rien pour l'urgenturie, et il y a une technique qui est assez surprenante, c'est le fait de stimuler un nerf qui se trouve au niveau de la jambe, le nerf tibial, au niveau de la jambe, et c'est une méthode qui est remboursée par l'assurance maladie. Quand on stimule le nerf tibial, ça va entraîner une réaction au niveau de la vessie. En effet, Boris, il faut d'abord savoir que ce traitement-là, sur lequel on peut revenir, est un traitement dit de deuxième ligne. Il y a d'abord des médicaments qu'on peut prescrire pour ralentir la vessie. C'est le plus facile. Si les médicaments ne sont pas efficaces ou pas assez efficaces, on passe à des traitements dits de deuxième ligne. Les objectifs de ces traitements, c'est de ralentir toujours ces fameuses contractions impromptues de la vessie. Le mécanisme, c'est un peu comme quand on est allergique, c'est-à-dire que quand la vessie est hypersensible, en lui donnant un stimulus continu et régulier, elle finira par être moins sensible. Et c'est au niveau d'un nerf de la jambe qu'on va faire cette stimulation qui va arriver à la vessie. On va faire cette stimulation soit au niveau du nerf de la jambe, on appelle ça le nerf fibulaire, qui va donc le stimulus par une petite électrode qu'on colle sur la peau, comme on l'a vu sur les illustrations, va finir par aller jusque dans la vessie. On peut le faire aussi par un boîtier qu'on va planter dans la fesse de la patiente qui va aller sur une racine nerveuse qui, elle, va aller stimuler la vessie également. Et ce boîtier, il faut le porter, parce que là, on voit des boîtiers qu'on doit porter dans la vie de tous les jours. Alors, pour la stimulation tibiale, le boîtier est externe. Pour la stimulation du nerf sacré, c'est un boîtier externe d'essai. Puis quand ça fonctionne, on peut le planter sous la peau. Parce qu'on doit garder ça en permanence. Ça ne va pas guérir cette incontinence urgenturie. On ne peut pas, à un moment donné, arrêter le boîtier. Dans la majorité du temps, les gens, dès qu'on arrête le traitement, ça revient. Merci beaucoup, Idir. Donc, on n'est pas condamné à vivre avec des fuites urinaires tout au long de sa vie. On n'est pas condamné à aller faire pipi avant chaque fois qu'on veut rigoler ou chaque fois qu'on veut courir. Vous avez vu qu'il y a des techniques qui permettent de lutter contre cela et on vous encourage à en parler avec votre médecin parce que c'est vraiment difficile pour les femmes de vivre avec ça quand c'est important. Il faut dire que ça ne devrait pas être un tabou. Il faut en parler autour de soi puisque beaucoup de ces patientes-là vivent plusieurs années. Il y a un retard de prise en charge parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas de solution. Et elles n'osent pas en parler. Il existe des solutions. Il faut juste que ces solutions-là soient adaptées au cas par cas. Évidemment, la gêne de la patiente et l'élément qui nous guide, est-ce qu'il faut intervenir ou pas et de quelle manière. Au cas par cas. Merci beaucoup Idir, merci à vous de nous avoir suivis. Juste avant de nous quitter, on vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Grâce à cela, vous aurez beaucoup d'informations fiables, des conseils pratiques au quotidien avec nos experts du collège de PUMS. Merci à vous, merci Idir encore et à très vite sur la chaîne.